Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex, je suis ravi de vous retrouver. Désolé, ça fait 100 fois que je recommence la critique parce qu'en fait je n'arrive pas à ouvrir l'intro. J'en peux plus, je suis fatigué, j'en peux plus. Ça va les amis, vous allez bien? Bon, chapitre 1114 qui est vraiment sympa, hein, c'est le bordel hein, cette intro, mais vas-y, on fonce. Chapitre 1114 vraiment pas mal, c'est pas non plus le chapitre de l'année. On va arrêter cette Zumba. Par contre c'est un très très bon chapitre avec de très très belles cases, avec de bonnes infos et des infos qui sont peut-être passées un peu sous le radar lors de votre lecture. Et je suis là pour vous donner mon analyse et ça me fait plaisir. Mais c'est surtout un chapitre 1114 par contre qui aspire à ce que le chapitre 1115 à mon avis lui va être exceptionnel. Pourquoi? Parce que finalement on a une première révélation façon de parler sur le siècle oublié, sur Joy Boy dans ce chapitre, mais en réalité c'est surtout que enfin le sujet est abordé par Vegapunk et tout cela va nous être donné dans le chapitre 1115, sauf si ces salopards détruisent le doyen, détruisent le Dendenmushi qui permet la transmission des paroles de Vegapunk, mais j'y crois pas trop. Et si Oda fait ça, je vous le dirai vers le milieu fin de critique, eh bien il y a une raison pour que ça soit pas si mal. Mais on en parlera tout à l'heure. Le chapitre commence avec la suite des paroles de Vegapunk et des réactions. On va voir le nouveau QG de la marine, pardon. C'est vraiment beau, moi j'adore ce QG, je trouve qu'il est vraiment plus beau que Marineford. Bon, à part le fait que le M de Marine ressemble un peu au M de McDonald's, mais hors ça, je le trouve vraiment beau, genre vraiment beau. Et on a la réaction d'Akainu qui écoute les paroles de Vegapunk et c'est finalement plutôt intéressant pour une raison simple, c'est que selon les informations que va donner Vegapunk, est-ce que Akainu qui est un militaire et qui quand même, il faut pas se le voiler, qu'on aime ou pas le perso, Akainu c'est vraiment un amiral intègre à sa justice, c'est à dire que sa justice c'est vraiment... C'est-à-dire que le mec... Non mais parce que les gens ne se rendent pas compte. Akainu, c'est le genre d'amiral en chef qui monte chez les doyens, qui rentre dans le bureau et qui leur dit « Vous êtes des trous du cul, qu'est-ce que vous faites ?» Tu vois? Non, parce que moi je veux bien qu'on fasse la Zumba, dire Akainu, il est là, il bouge jamais, machin, Dragon, Zumba, il est là, il bouge jamais, badadi, badada, machin, mes couilles. La réalité c'est que quand ça allait pas dans les actions de la marine et les décisions des doyens, le mec il montait les voir et il leur disait qu'est-ce que vous branlez, tu vois. Bon, il avait pas le dernier mot, c'est normal, il a pas la plus haute autorité. Mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'en tant que militaire et qu'amiral en chef, avec les informations de Vegapunk écoutées par ses vice-amiraux qu'on voit sur les cases, etc., et par les marines, la marine ne se rebelle pas. Je ne dis pas que c'est fait. Je dis qu'est-ce qui nous dit que c'est pas possible. Voilà, vous le savez, je suis pas adepte de vous faire des théories farfelues. Je vais pas commencer à vous dire ouais les gars, putain théorie du futur, les gars, en fait Akainu il écoute les paroles de Vegapunk, tu vois, et il va se rebeller, ça va faire, tu vois, comme dans le film Z de la néo-marine. Non, ta gueule. Franchement, fermez-la avec vos théories foireuses, ça n'apporte rien, ça ne sert à rien. C'est cool, vous avez de l'imagination, mais ça n'a rien à foutre dans une critique, tu vois. Donc, moi je vous dis simplement, pas du tout théorie, mais quand je vois ça, qu'est-ce qui empêcherait la marine, et encore plus un amiral en chef, et un militaire tel qu'Akainu, avec son amour pour sa vision de justice qui est absolue, avec certaines infos, de peut-être penser on nous a pris pour des cons, rebellons-nous. Voilà. Peut-être ça n'arrivera pas, j'en sais rien. Je vous dis simplement, c'est comme ça que j'ai lu la possibilité d'une réaction de Akainu qui est très stoïque, mais qui est quand même très attentif. Et d'ailleurs, Akainu qui est très beau, il faut le dire, mais depuis son opération, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, Oda fait de très très beaux dessins, de très belles planches, mais on y reviendra plus tard avec le magnifique dessin de Mother Flame. On a ensuite, ce qui est très drôle, c'est que là où les marines sont tous en train d'écouter sérieusement les pirates qui sont complètement... Bon, qui sont débiles, quoi, en passant très vite parce qu'ils sont trop cons. On arrive sur Water 7 avec une réflexion, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, une réflexion par rapport à ce qui se passe à Water 7. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que la mer est aussi encore montée à Water 7. Et la réaction des artisans, c'est de dire, mais attends, ça veut dire que
ce qui se passe dans notre pays, ça arrive partout dans le monde. Et c'est pas simplement la marée. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, ce que nous apprend Vegapunk aujourd'hui, c'est pour ça que je vous le dis maintenant, au moment où on parle de cette page sur Water 7, c'est que la mer, l'océan dans One Piece a monté 2 fois dans de très courts termes. La première fois où le niveau de l'eau a augmenté et s'est élevé, c'est la dernière utilisation de Mother Flame sur Lulusia, souvenez-vous-en. Là, ce que nous apprend Vegapunk pour permettre aux gens d'avoir confiance en ses propos, c'est qu'il nous explique bien, c'est un message que je tourne et que vous voyez si je meurs, donc les gens savent que Vegapunk vient de mourir, parce que il ne faut pas oublier que dans le monde de One Piece, les amis, la presse couverte par Morgan a divulgué l'information qu'il y a l'incident d'Egghead qui se déroule avec Luffy, etc. Peut-être pas les doyens, ça je suis pas sûr, dites-le moi dans les commentaires parce que ça je me souviens pas, mais ce qui est sûr c'est que l'incident d'Egghead et que Luffy, l'empereur Luffy au chapeau de paille, est sur place sur l'île du gouvernement et sur cette île scientifique, c'est connu. Donc, que un message post-mortem de Vegapunk puisse passer où il dit « Vous voyez ce message parce que je suis mort », ça, les gens peuvent se dire « Putain, merde, l'incident, Vegapunk est mort pendant cet incident ». Et pour leur prouver que ce qu'il va leur dire, c'est pas des foutaises et qu'il a fait des recherches, il justifie cela en vous disant « Regardez, je vais être précis, j'ai fait des recherches, normalement au moment où je suis mort, moment de la diffusion de cette vidéo, donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que souvenez-vous, Shaka avait déjà appelé Dragon pour lui dire je vais mourir, donc même sa mort il avait prédit, il savait qu'il se passerait cela. Donc il a tourné il n'y a pas si longtemps, parce que finalement Luffy a été et son équipage est arrivé sur Egghead il n'y a pas si longtemps, et je pense que dès qu'il a su que Luffy avait été intercepté, il savait qu'il allait avoir l'incident d'Egghead, tellement il est futé quand même si je l'aime pas, il faut le reconnaître. Et donc en fait il nous apprend que dans le monde il y a eu, en plus donc de l'océan qui s'est élevé de niveau à cause de l'incident de Lucia, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a aussi encore fait monter le niveau de l'eau. Donc là on est sur 2 incidents, que ce soit un incident à cause de Mother Flame, donc militaire, et on est sur un incident naturel avec un immense tremblement de terre et un mouvement des plaques tectoniques dans l'univers de One Piece qui a encore fait s'élever l'eau. Et donc on voit bien sur la case de Water 7 que l'eau est encore montée. Les artisans ont même cette réflexion, se rendent compte donc que mince, ce qu'il se passe chez nous, c'est pas que ce phénomène un peu, vous savez, alors c'est pas une Aqua Laguna, mais vous savez, on le sait, c'est que à très proche de Water 7, les niveaux de marée sont très fréquents, etc. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a aussi Impel Down avec ce retour de Doflamingo qui en rigole énormément, parce que lui, je pense qu'il est au courant de quand même beaucoup de choses. Pas parce qu'il est un dragon céleste, et ça c'est très intéressant, c'est que dans ce chapitre on va voir que le dragon céleste, beaucoup ne savent pas de quoi va parler Vegapunk, et même se posent des questions en l'écoutant. Mais je pense que c'est le fait par contre d'avoir des informations que les dragons célestes que seuls ont, ça joue. En fait ce qui le rend dangereux, c'est surtout qu'il a été pirate, et qu'en tant que pirate je pense qu'il a appris beaucoup de choses. Et donc il parle avec Magellan, parce que souvenez-vous, Magellan protège en personne Doflamingo pour une raison très simple, c'est que le gouvernement essaye de l'assassiner pour le faire taire, étant donné que c'est quand même une personne possédant beaucoup d'informations compromettantes sur le gouvernement en place et sur les autorités mondiales. Et donc il dit à Magellan, tout comme il fait une même réflexion finalement sur les incidents naturels qui s'est passé avec l'eau qui a encore s'est élevée avec ce tremblement de terre. Il dit à Magellan, comment tu vas faire pour protéger tes prisonniers, parce que pour le coup Magellan, là où Akainu est un militaire intègre à sa justice, et il est intègre à sa justice, à sa vision de la justice, Magellan il est intègre à son poste de directeur. Vous ne touchez pas mes prisonniers, on est en prison, on n'est pas en camp d'extermination, on n'est pas chez les Hanzi, donc voilà. Et donc Doflamingo lui dit comment tu vas assurer la sécurité, si le monde se fait inonder, ta prison entièrement va se faire inonder. Et on apprend qu'en fait il y a eu des problèmes à Impel Down à cause de ça, et c'est marrant quoi, c'est ouf de se rendre compte que Vegapunk a raison, et surtout de se rendre compte qu'il y a encore eu des problèmes naturels dans le monde via la discussion des personnages, parce que du coup comment il faut le prendre? Il faut le prendre qu'il y a eu un problème à Water 7, il y a eu un problème à Impel Down, et les personnages se posent la question, et finalement tous pensaient que le problème n'était que dans leur zone à eux, c'est à dire que Magellan il devait, comme les artisans de Water 7, penser que oh punaise, l'eau est encore montée chez nous, merde, ça nous a mis un peu en danger avec le 1 mètre d'eau qui est monté, c'est énorme, 1 mètre d'eau dans un océan.
hein, il faut réaliser. Et Doflamingo, là, nous donne une information, lui, importante. C'est qu'il dit, pour anéantir la plupart des villes du monde, il faudrait même pas 5 mètres. 5 mètres, là, avec un tremblement de terre, l'océan du monde s'est élevé d'1 mètre. Qu'en est-il de ce qui s'est élevé déjà avec l'incident du Lucien? Donc nous sommes, le monde est en danger. Nous pouvons, je pense, l'assumer, je peux assumer ces paroles de dire, il faut comprendre avec comment les personnages réagissent à toute cette amas d'informations et à tous ces événements, le monde de One Piece est réellement en danger. Alors la case où il dit, est-ce qu'on devrait évacuer vers un endroit plus en hauteur? C'est très sympa, on a tout ce côté avec tous les créateurs de contenu qui vous ont fait des théories sur Redline, le fait que c'est l'endroit le plus safe et tout. Bon, moi j'ai vu une blague sur Twitter qui m'a fait beaucoup rire, sur X pardon, parce que c'est vrai que monsieur Elon Musk a rename, qui disait, parce qu'on voit le royaume Ryugu juste en dessous, et qui disait la réaction du roi, en fait c'est juste de se dire on s'en bat les couilles de Jamon en fait. Bah oui, eux ils la mer, ils s'en foutent que la mer se lève, tout comme les Skypéens qui doivent être en mode, s'ils ont les infos, hein, on sait pas s'ils ont la télé là-haut, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, tu vois. Mais du coup voilà, très cool de revoir Doflamingo, c'est un antagoniste qu'on apprécie. Pour beaucoup, on le considère comme le meilleur antagoniste de One Piece jusqu'à présent, dans sa forme, dans le charisme qu'il avait. Donc vraiment cool. On revoit, et j'aimerais le lire, en plus du royaume Ryugu, et donc de Shirahoshi, son père, etc. On revoit Poséidon, et ça fait plaisir de voir Shirahoshi, déjà, parce que c'est une magnifique princesse. Voilà, je fais partie des gens qui... Non, pardon. Bon, pardon. On s'égare, attention. Non, mais on revoit Poséidon, c'est cool parce que finalement, on va en parler hein, de Poséidon un peu plus tard dans la critique. Et on retourne sur Egen. Donc, comme le chapitre dernier, Oda nous montre des gens réagir et en même temps, il fait avancer doucement les informations parce que finalement, pas mal de pages sont avancées. On est à 12 minutes de critique. Là, on se dit pas le chapitre est fou. Hein. Quand t'en es là, tu te dis ok, c'est cool, on a appris que le monde est pas loin de se faire détruire. Dans quelques mètres, c'est finito pipo. Hein, la plupart des gens meurent. Mais bon. Réaction des doyens. On le savait. Il faut absolument qu'on pète l'émetteur. Et alors, ce qui est ouf, c'est que contre ordre, c'est ce que j'avais dit lors de la réaction live. C'est qu'il pète un plomb. Je sais pas quel des doigts. Je sais pas comment fonctionne cette télépathie. Moi, je peux pas vous le dire. Je suis désolé. Je suis pas ce genre de mec qui veut vous dire une connerie. Je n'en sais rien. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui répond? J'en sais rien. Qui nous dit? Personne peut vous dire aujourd'hui que celui qui donne le contrôle de tuer tout le monde, c'est pas Im. Personne. Personne sait qui parle. C'est les doyens, on a compris par rapport aux cases, mais on sait pas qui donne les ordres aux doyens. On sait pas qui dirigerait les ordres des opérations des guides des 5 doyens, on sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un compte ordre morbide, c'est... Bon, il faut vite péter l'émetteur, non hein? Bah non, en fait, vous savez quoi, on va faire plus simple, on va tuer tout le monde ici, et puis voilà. Puis le reste, on verra après, quoi. Non, mais la juste mesure. Les doyens, les amis, c'est la juste mesure. C'est vraiment, bon, jusqu'au bout, quoi, hein. Voilà, une merde un jour, une merde toujours, ça bouge pas. Les doyens. Voilà. Bon après tout, s'il faut, c'est de la télépathie entre eux et avec Im, et c'est peut-être Im qui est complètement folle furieuse ou fou furieux et qui leur dit non mais allez, tuez tout le monde et après vous, quand il y aura plus personne pour vous faire chier, vous tuez tout le monde. Écoutez allez les gars, on tue tout le monde. Et une fois que tout le monde est tué, personne ne vous embêtera et là vous pourrez trouver ce putain de Dendenmushi tranquille. Bref, des malades, ok. Donc, on se rend compte, pareil, on arrive avec, comment elle s'appelle, la fille de Big Mom, qui est une de ses commandantes, une ancienne de ses commandantes. C'est elle qui du coup nous confirme pour le tremblement de terre du jour, etc. On voit encore, et on voit déjà des villes qui sont complètement submergées, et qui deviennent des Venice Beach. Et ça devient compliqué pour le monde. On voit qu'il pleut, qu'il y a eu un tremblement de terre, qu'il pleut, qu'ils sont sur des barques, que les maisons sont inondées. Water 7 qui est une ville adaptée, ça monte encore. Impel Down a failli se faire submerger. Donc c'est la merde, c'est
la merde les amis, c'est compliqué. On voit même au niveau de l'autre papy à échasse avec et ça c'est très cool parce qu'on c'est trop cool. Saoda il est trop fort, c'est qui sait que de revoir le papy à échasse, de revoir Chouchou, ça nous fait plaisir hein, le petit toutou. Donc voilà, donc ce qu'il dit c'est voilà, écoutez, moi je vous donne une prévision, si j'ai eu tort, bah, c'est que je me suis trompé, c'est que ignorez mon message. Ah d'accord. Oh d'accord. Ok. Et en fait, du coup, ce qu'il dit, c'est bah écoutez, par contre, si ça s'est passé, bah, prêtez attention à ce que je vais vous dire. On voit Aokiji qui écoute. Aokiji qui écoute. Et en fait, c'est intéressant parce que, en fait, ce qu'il va nous dire, c'est qu'il va sûrement nous dire que cette fin du monde, le monde qui est un danger, a été prédit depuis très longtemps. Et pourquoi il dit si ça ne s'est pas passé, ignorez le reste de mon message, c'est que sûrement le reste de son message ça va être de nous expliquer que Joy Boy a voyagé, qu'il a été le premier des pirates, tout ça on en reviendra plus tard, mais il s'est passé des guerres, les royaumes, les anciens royaumes, le siècle oublié, tout ça, des peuples se sont combattus et que cette guerre technologique, cette guerre entre toutes ces personnes, entre cette guerre qui a pris l'humanité entière a fait qu'il y aurait forcément des conséquences des siècles et des siècles plus tard et qu'on y arrive. Et donc ce qu'il dit c'est que bah, si on n'a pas eu les premiers effets, bah, c'est que je me suis trompé. Sauf que tout le monde réagisse en se rendant compte que bordel il a raison, donc on va écouter ce qu'il va dire Vegapunk. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le tremblement de terre qui vient d'arriver, c'est pas naturel. Merci Vegapunk. Et là, Saturne contre les Mugi s'énerve. Il en a marre. Il faut faire taire le boug. Hein? Bon, les cases où les Mugi combattent Saturne, c'est trop cool. Moi, je suis trop content. Vous le savez, je considère vraiment qu'il y a des Mugiwara qui sont... des Mugiwara qui sont plus faibles que d'autres. Ça, c'est évident. Mais c'est trop cool de voir cette solidarité entre eux. C'est trop cool de voir ensemble, unis, que ils sont plus forts forcément. On voit qu'ils protègent Robin à mort et ça me fait trop plaisir. Ils sont trop beaux, ça fait trop plaisir. Avec leur force ils protègent leurs copines, ça me fait trop plaisir. Ça me rappelle un peu ce côté qu'on avait, souvenez-vous, avec Thriller Bark où c'était vraiment on se bat ensemble et c'était trop cool. Moi j'adorais les voir se battre ensemble, être putain on est face à c'est un ennemi trop fort, il faut qu'on se lutte ensemble, donc on combat ensemble. Là c'est pareil, bien évidemment que aucun des Mugiwara qui protège Robin ni Robin n'est en capacité d'arrêter Saturne, aucun d'entre eux, mais tous ensemble ils arrivent à la protéger. Et c'est trop bien, c'est une des forces des Mugiwara, c'est qu'ils sont tous fidèles entre eux, ce sont des amis, ils se surpassent tous pour leur capitaine qui leur a donné un amour et une amitié que personne d'autre n'a dans le monde, contrairement par exemple à un Barbe Noire où on peut voir que des commandants ne s'entendent pas du tout, Burgess et par exemple Shiryu, pour donner un exemple. Donc c'est vraiment une force de Luffy. Alors on le sait depuis Marineford, souvenez-vous les paroles de Mihawk qui disait quand ta force à toi Luffy c'est que tout le monde a envie d'être avec toi, d'être derrière toi et de lutter avec toi pour toi, et t'es entraînant et c'est trop beau, c'est une force vraiment hein, c'est une force qu'a son équipage de s'entraider, d'être là les uns pour les autres, et chaque Mugiwara pourrait mourir pour un autre Mugiwara. C'est génial, ces cases sont géniales. On arrive quand même doucement mais sûrement vers la fin de ce chapitre hein, les amis, et on va parler de cette magnifique case avec Mother Flame. Qu'est-ce que c'est beau. Donc Saturne, après avoir un peu dégagé les Mugiwara, change de cible, Robin n'est plus la cible, il crush et il arrive jusqu'au Mother Flame. On a derrière les paroles de Vegapunk qui dit que tout simplement il a fait un premier péché et que en fait en voulant faire son projet de, souvenez-vous, énergie universelle pour tout le monde, il s'est brûlé les ailes, d'où le titre du chapitre, et finalement il s'est trompé dans ce qu'il a fait, et à ce moment là nous découvrons physiquement Mother Flame, ce qui veut dire que on peut estimer que les paroles de Vegapunk sont attribuées avec sa création du Mother Flame. Et là, nous pouvons parler. Je suis trop content parce que je n'avais pas du tout vu le truc venir. Je vais pas faire une Zumba en disant ouais les gars, truc de ouf. Non, je vous en avais pas parlé. Mais je suis trop content parce que la semaine dernière, souvenez-vous, dans ma critique, je vous avais parlé de ce putain de NR. Et bien il y a une raison pour laquelle on peut encore parler des nerfs, c'est que le Mother Flame, si on regarde bien, et bien si on se souvient les gravures qu'avait trouvé les nerfs sur la lune, il y a le Mother Flame.
Et ça, je trouve ça ouf. Je le dis. Je trouve ça ouf parce que ça, il faut bien le comprendre, c'est voulu. Et là, c'est... Non, Oda. Non, parce qu'il y a des foreshadowing, un peu de baiser là, que les gens ils nous sortent en mode ouais, regardez, c'est un foreshadowing de 16 ans. Oui, bon, d'accord. D'accord. Ok. Bref. Mais là, c'est sûr que c'en est un. C'est sûr que c'en est un parce que la disposition de la flamme, le cercle, tout est la même. C'est la même chose que sur la gravure qui était sur la lune devant Ener. Et donc, on peut estimer que Ener... Et j'en avais parlé la dernière fois en vous disant, vous souvenez-vous, il est sur la Lune, c'est une société machin. Ener a trouvé des trucs sur la Lune. S'il arrive à comprendre, ce que veut dire ces inscriptions, il va être quelqu'un d'extrêmement dangereux. Pour le gouvernement, je parle. Parce qu'il va avoir une très grosse connaissance. Maintenant, la question... c'est comment cette gravure, qui était sur la Lune, Vegapunk a-t-il pu faire des recherches et avoir des informations qui lui ont permis de recréer cette chose? Bah, il y a une raison simple, les amis. Les Lunariens. Et donc là, on va parler un peu d'Ener, des Lunariens, des Skypéens, et de cette Zumba à la con de dire les Lunariens vivaient sur Redline. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est mon avis, hein. Chacun son avis. Vous avez le droit de penser que les gens qui pensent que les Lunariens vivaient sur Redline, grand bien vous fasse. À mes yeux, vous êtes un peu con. Terrien vit sur la Terre, Lunarien vit sur la Lune. Skypien vit dans le Sky. Sky, ciel, traduction. Waouh! Waouh! Nous savons que les Skypéens... Enfin, nous savons. Non, en fait, là, c'est moi qui fais de la Zumba. Calme-toi, choupette. Les Skypéens sont des descendants d'un peuple. Nous le savons. Et je vous parle pas de Wiper et de sa tribu qui s'est retrouvé en haut avec le mot... comment ça s'appelait Machin Stream, là, et que ça a poussé la Terre dans les airs, et que du coup, avec les Chandia, voilà, ils se sont retrouvés là. Non, je vous parle des Skypéens. Les Skypéens, c'est des hommes célestes ou des femmes célestes qui ont toujours été dans le ciel. Les Lunariens, les amis, Lunariens, terriens, donc les gens qui sont sur la Lune, ce peuple qui a été complètement massacré est un peuple, j'en suis sûr, qui a dû immigrer pour sa survie de la Lune vers la Terre. C'est la raison pour laquelle Ener, quand il va sur la Lune, trouve tout cela, toute cette connaissance, toute cette mythologie sur les armes antiques, sur la nature, sur l'énergie avec Mother Flame, etc. Là-haut. Parce que les Lunariens avaient des croyances, avaient une technologie, avaient une culture, avaient une société très avancée. Très très avancée. D'accord? Et Ener, souvenez-vous, c'est un Skypien. Il ne faudrait pas avoir à l'oublier, Ener est un Skypéen qui a arraché ses ailes pour mettre ses tam-tams là et faire whoop là, jouer du tam-tam sur les nuages. Bref, pas du tout. Faut que je me calme. Mec a pété un plomb. Fairyverse, qu'est-ce que c'est? C'est la légende qu'il avait de la Terre promise. Cette Terre promise, ça veut dire que dans sa culture, parce que souvenez-vous, revenez à Skypea. Et je le rappelle, on emmerde tous ceux qui skippent Skype. Et encore plus aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était qu'on apprenait sur Ener? Ener est un Skypien qui vient d'une autre île céleste, qui a tué tout le monde, et qui dans sa culture, dans ce qui lui est venu, il a eu la culture de Fairyverse, la légende de Fairyverse, il a fait tout ce qu'il fallait pour aller sur la Lune parce que c'était la terre promise. La terre promise de sa culture, de son peuple et les célestes. Le problème, c'est que quand vous avez des légendes, quand des choses depuis 1000 ans se transmettent,
Forcément, ça change. Forcément, tu perds des détails. Et forcément, à mon avis, il y a eu une erreur. À mon avis, la légende de Fairyverse, la légende en quelle... Et là, attention, j'avoue, c'est complètement théorique. Et peut-être que je me trompe complet. Je le précise. Mais à mon avis, Fairyverse, c'est pas la terre promise pour Ener. C'était l'ancienne terre promise. C'est que l'ancienne terre promise où vivait l'ancien peuple ailé, les premiers peuples ailés qui étaient les Lunariens, c'était là-haut. Et qu'un jour, ils ont dû partir. Et que peut-être que quand ils sont descendus, ce peuple ailé, eh ben on peut voler. Ben forcément, quand on peut voler, c'est plus facile d'aller vivre dans les nuages. Oh! Oh putain! Des mecs qui ont que des pattes! C'est plus facile pour des mecs qui ont des pattes et des ailes d'aller là-haut. Ça va, vous commencez à réfléchir, vous commencez à comprendre ce que je veux dire? Donc pour moi, l'origine, l'histoire des Lunariens, c'est ça les amis. Les Lunariens étaient une société qui, tout comme la Terre, gravite l'une autour de l'autre et avait peut-être des choses en commun, des croyances en commun aux humains, aux terriens. Donc les Lunariens et les terriens avaient des croyances communes, peut-être comme ça a pu être le cas avec les Égyptiens, les Mayas qui croyaient dans un dieu soleil, etc. Et pourtant c'est très différent. Les dieux n'ont pas les mêmes noms, ils n'ont pas les mêmes prénoms, c'est pas les mêmes personnalités, mais ils avaient souvent des choses communes comme le dieu du soleil, etc. Peut-être que les Lunariens et les Terriens avaient les mêmes et qui se sont retrouvés en descendant sur Terre on ne va pas vivre sur Terre avec les autres, nous allons aller dans les nuages. Et ils sont allés vivre dans les nuages. Et de là sont descendus petit à petit les Skypiens. Et peut-être même, on peut le dire, que peut-être qu'avant les Chandia à Skype, peut-être qu'à d'autres endroits, des parties de terre et des cultures et des humains ont réussi à arriver dans les nuages. Peut-être que même les Lunariens sont descendus sur Terre pour communiquer, communier, vivre, partager, etc. Et ont pu se reproduire avec des terriens, ce qui aurait pu donner Lunariens, Terriens, la fusion Skypien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Attention, c'est très poussé. C'est une idée peut-être que vous allez dire, mais il part trop loin. Et vous avez le droit. Mais vraiment, moi je vous le dis, si c'est ça, je trouverais ça trop beau. Et ça ferait quoi? Ça permettrait que, en descendant de la Lune, les cultures communes qu'avaient ces deux peuples qui ne vivaient pas là-bas au même endroit, se sont retrouvés autour de croyances communes, de croyances très similaires, se sont mélangés. Fuck le racisme, vive l'arc des hommes poissons pour ça. Se sont mélangés, ont créé une nouvelle race qui est une nouvelle race espèce, oui on peut dire, parce que finalement quand on voit les mix et tout, il y a des races dans One Piece, les hommes poissons, les humains, les grandes, bon encore les grandes jambes, les longs bras et tout, ça c'est différent, mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire, me faites pas chier. Et par contre, moi ce que je crois, c'est que l'histoire des Lunariens vivait sur Headline, pour moi c'est non, oublié. Par contre, ceux qu'on sait qui ont vécu sur Headline, qui sont les dragons célestes, qui veulent se sentir au-dessus de tout le monde. Bah peut-être au bout d'un moment qu'ils en ont eu marre de voir des gens descendre de leur île, de leur nuage, aller voir les humains, remonter un peu comme des anges. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Je dis ça comme ça. Hein, on est sur une idée complètement sortie de mon cerveau et peut-être vous avez le droit de penser que c'est complètement farfelu. Mais qui nous dit que juste les 20 royaumes qui s'étaient retrouvés après les incidents du siècle oublié, parce que faut bien se rendre compte, on parle d'un siècle oublié. On parle pas d'une année oubliée, on parle de 100 ans d'histoire oubliée. Donc il s'en est passé des choses en 100 ans, hein. Joy Boy, là, le premier pirate, hein, on va en parler juste après. Il a pu en faire des choses, hein. Il a pu aller en voir des îles, hein. En 100 ans, tu m'étonnes. Donc, moi je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'orgueil de ces 20 royaumes qui ont voulu se faire aux yeux du monde, qui, une fois ce siècle oublié terminé, une fois le royaume oublié défait, une fois Joy Boy tombé, une fois Nika effondré, les doyens en imposant avec ce régime oligarchique et s'imposant sur le monde, les 20 premiers royaumes ont tout simplement décrété que c'était plus possible d'avoir cette race-là qui, comme des anges, descend sur Terre, remonte dans les nuages, etc. C'était impossible et les a massacrés. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis sur
comment Mother Flame s'est retrouvé en bas, c'est que les Lunariens ont partagé leurs connaissances, leur culture aux humains. C'est pour ça que sur les inscriptions qu'a découvert Ener, on a des choses très similaires à ce que le peuple qu'avait découvert Norlan priait avec le dieu de la terre, etc., le dieu du soleil, etc. C'est pour ça qu'on a des cultures qui ont des croyances communes, comme ça a été le cas dans notre humanité avec des peuples qui ne se sont jamais croisés, mais pourtant qui ont des croyances communes, les Égyptiens, les Mayas, en ayant des pratiques différentes, en ayant des détails différents, mais qui se retrouvent dans des choses qui sont communes. Le dieu du soleil, par exemple, je vous reprends, mais voilà. Donc c'est mon avis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire dans les commentaires si cette idée vous plaît. Et vraiment, alors la flamme dans l'eau, sachez qu'on ne sait pas si c'est de l'eau en réalité et que du feu et des flammes ça peut brûler dans l'eau, ça existe. Vous avez qu'à voir, ça arrive sur notre planète des fois que quand il y a des poches de gaz qui s'ouvrent dans l'océan et que ça prend feu pour quelconque raison, vous avez vraiment des flammes dans l'océan et c'est d'ailleurs très stylé à voir. Donc cette flamme brûle au cœur de Mother Flame. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? J'en ai aucune idée. J'en ai un peu rien à foutre pour être honnête. Ce qui est cool, c'est qu'on peut voir qu'il y a une petite porte en dessous, peut-être pour aller faire des petits réglages. Tiens, aujourd'hui, je vais faire un petit réglage. Mais moi, j'ai surtout envie de dire que on a devant les yeux l'arme qui a quand même tué des milliers de personnes il y a quelques chapitres. Et c'est un peu c'est finalement un peu horrible de voir ce Vegapunk nous dire voilà, je comptais avec cette création apporter la paix à tout le monde en vous donnant à tous une énergie illimitée, et finalement ça a apporté que haine et destruction avec l'incident de Lucia, etc. Donc finalement un peu de tristesse quand même pour ce pauvre chercheur, et ça nous fait penser encore une fois au professeur Einstein de notre réalité, qui par ses recherches avec d'autres scientifiques a créé la bombe atomique, et on sait ce qu'il adviendra de la bombe atomique, que ce soit surtout avec Hiroshima. Chacun son avis sur l'utilisation de la bombe par les Américains. Je suis pas là pour je suis pas là pour vous dire mon avis ni rien, mais ça s'est passé dans notre humanité, et je pense que il faut pas oublier les horreurs de notre humanité, faut pas oublier tout ça. Et donc voilà, donc c'est assez impressionnant de le voir devant nos yeux. Le dessin est magnifique. Moi je tiens quand même à le dire, mais merci Oda et merci aux médecins qui ont réussi à correctement le soigner, parce que les pages sont magnifiques et One Piece n'a jamais été aussi beau que depuis son épuration. Donc merci aux médecins qui se sont occupés de notre très cher mangaka. On continue les amis après cet aparté sur finalement les Lunariens, Ener, etc. Parce que je vous avais parlé du fait, la dernière fois, ce qui est très drôle, c'est que ça me fait rire, mais je vous avais parlé du fait qu'Ener, il pourrait venir chercher des gens pour les ramener sur Fairyverse, tout ça. Finalement, avec ce chapitre, j'ai vu Fairyverse complètement différent, je l'ai analysé complètement différemment. Et surtout, n'hésitez pas par rapport à mon idée à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ça me fait trop plaisir, franchement. Et dernier truc, juste quand même, avant qu'on passe au robot antique et surtout qu'on passe à la dernière révélation de Vegapunk, moi je me suis surtout dit, putain, qu'est-ce qui se passe si la flamme qui nourrit Mother Flame, Big Mom lui donne une âme, tu vois, et qu'on voit la flame, tu sais, un peu comme Prométhée, qui est là, ouais, j'ai pas envie, aujourd'hui j'ai pas envie de tuer, non, j'ai pas envie, plutôt je vais t'annihiler la gueule. Bref, on s'en fout. Le robot antique, c'est cool, enfin on le revoit un peu. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, ce fameux robot antique qui, comme Zunesha, est antique, et millénaire, et veut rendre service à Joy Boy. Bon, on voit qu'il prend aucun pet. Et alors, ce qui est trop drôle, il faut en parler. Mais alors, non, mais j'ai juré que Dory et Brogy se tapent des barres parce que ce couillon de Luffy, cet abruti, mais c'est Luffy et c'est génial parce que c'est la même chose que quand il était contre pas Kizaru, que quand il était contre le fils de Big Mom, putain. Merde, je l'adore en plus, putain, comment il s'appelle? Ça va me revenir, grand frère. Google est mon ami. Merde. Katakuri, putain. Et que souvenez-vous, il a entraîné son acquis de l'observation en le tapant juste avant, et après il a utilisé le Gear Snake, mais il s'entraînait sans l'utiliser au départ en se tapant avec lui. Et là finalement c'est un peu la même chose où tout simplement Luffy
se repasse en Gear 5 dès qu'il peut. Hop, hop, il se chauffe. C'est très bien d'ailleurs. Hein. C'est très bien parce que le côté positif de ça, c'est que finalement, il a un très très bon entraînement là, Luffy. C'est que c'est des putains de sacs à patates en face de lui. Et que pour mieux maîtriser sa forme de Gear 5 et pour mieux endurer cette forme, il faut qu'il l'utilise et il faut qu'il se batte avec. Il faut qu'il fasse des efforts avec. Donc c'est très bien. En plus de ça, il entraîne son acquis-de-la-moment parce que pourquoi ? Dory et Brogy sont morts de rire parce que ce couillon de Luffy s'amuse à taper sur le doyen, et sauf que le doyen qui est un tank et qui a un acquis de l'armement complètement pété, et ben ça lui fait mal. Donc ce coup, il y a deux géants qui sont là en train de se taper des barres parce qu'il y a Luffy, leur pote, depuis des années, qui est en train de taper un giga facochère et qui est en mode... Ouais, non mais vraiment hein. Non mais Oda il voulait nous faire du cartoon, il nous fait du cartoon. Non mais c'est trop drôle. Franchement moi j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Quand je l'ai relu j'étais en mode putain mais est-ce qu'on réalise la connerie. Quand ça va être animé ça va être trop drôle. Bon, est-ce qu'on parlerait pas maintenant de la fin de ce chapitre et finalement de Vegapunk? Non, pas encore, parce qu'il y a quelques trucs. Allez, on va parler vite fait du fait qu'on voit Chouchou, c'est trop cool. Et sa petite fille, du coup, qui parle des 20 rois qui se sont associés. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. On voit encore des gens réagir. On voit Zoro et Jinbei qui sont appelés un peu à la rescousse quand même. Ou du moins, non, pas à la rescousse, mais plutôt pour se regrouper avec les autres, parce que Atlas a réussi, malgré son saut suicide à travers le dôme frontière, il a réussi à étirer l'île céleste où est le Sunny pour qu'il puisse sauter dans la mer. Donc c'est grave cool, c'est grave cool. Mais pour finir et conclure cette critique qui est très longue, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une aussi longue critique et ça me fait plaisir parce que c'est cool quand il y a des choses à dire. Les paroles de Vegapunk sur le siècle oublié. On est parti, le chapitre 1115 comme je vous le dis, si les doyens ne coupe pas la transmission, va être exceptionnel. Il commence à nous parler donc de ce siècle oublié. Je vous le dis, il faut voir, à ne pas oublier que c'est quand même 100 ans d'histoire dont nous n'avons aucune connaissance de ce qui s'est passé, s'il y a eu des guerres, des paix, des amours, des échanges commerciaux, on ne sait pas. Mais il commence à nous en parler. On voit que des dragons célestes ne réagissent pas du tout comme... Ils ne réagissent pas de la même manière. Nous avons des dragons célestes qui veulent faire absolument taire aussi vite que possible la diffusion du Dr Vegapunk, tout simplement parce que ils ont grandi, je pense, eux aussi avec le fait que le siècle oublié est tabou et qu'il faut absolument en parler. C'est quelque chose qui est propre aux doyens et à Im, il faut bien le comprendre. Les dragons célestes n'ont pas connaissance de l'existence de Im, donc autant vous dire qu'ils n'ont pas connaissance de ce qui s'est passé dans ce siècle oublié, donc c'est un tabou pour eux aussi, donc ils ne veulent pas en entendre parler. Mais on voit aussi qu'il y a des dragons célestes qui s'interrogent. Que va-t-il nous dire? De quoi est-ce qu'il parle? Le siècle oublié, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur qu'est-ce qu'il sait sur ce tabou finalement? Donc, c'est assez intéressant finalement ce genre de réaction. Je vous en avais parlé au début de la réaction. On voit aussi ce magnifique Aguar des Saoro en parler, qui se tape une barbe. Et forcément, pourquoi? Parce qu'il fait partie de ceux qui ont sauvé sur Ohara les livres et les connaissances des archéologues. Souvenez-vous, ils avaient réussi à sauver les livres en les jetant dans le lac de l'île. Et donc, Vegapunk avait réussi à tous les récupérer avec les géants et Dragon. Et il va donc nous avouer que du coup son deuxième péché c'est d'avoir étudié tout cela, les recherches d'Ohara, de ses amis Ohara, de Clover, etc. Que donc il a pu apprendre à déchiffrer les poneglyphes lui aussi, que donc il l'a fait, il faut bien comprendre qu'il l'a fait, c'est évident. Et donc en tant que tel, et ben voilà, il a eu la chance d'hériter de toute cette connaissance, et qu'avec cette connaissance, il a fait des recherches sur ce siècle oublié, parce que en plus d'être un chercheur, il y a bien une raison pour si c'est tabou. Bon, c'est quand même étonnant, c'est-à-dire que même nous, les pires horreurs de notre humanité, ben non, on en parle, hein. Le Henzi, Monsieur H, on en parle, et il faut en parler, parce que l'antisémitisme, les génocides, les massacres que ça a été, la première, la deuxième guerre mondiale, l'URSS, le communisme, Mao Tse-tung, toutes ces folies de notre humanité, il faut en parler, il faut le transmettre pour pas qu'on fasse les mêmes conneries. Bon, on est tellement cons qu'on refait des saloperies tout le temps, c'est de l'eau de l'humain, hein, on est la pire espèce de notre planète si vous voulez notre avis, surtout quand on voit les animaux à côté, on est vraiment une espèce de merde. Enfin bref, c'est un avis personnel, ça ne vous intéresse pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il va nous apprendre que dans ce fragment d'histoire long de 100 ans, il y a un homme,
Il y a un homme dont il est sûr, parce qu'il nous dira pas de choses dont il n'est pas certain, il ne va pas dire des petits. Il y a un homme qui, comme un certain dieu sur une île qui s'appelle Elbaf, un dieu du soleil, dans leur culture, hein, ce fameux Nika, doté d'un corps élastique, qu'on appelait Joy Boy, et bien tout simplement, c'était le héros de ce siècle oublié. Et que il vivait dans un royaume prospère et très avancé. Peut-être un royaume qui s'est fait de la communion des Lunariens et d'un peuple terrien. Je vous dis ça, vous pensez ce que vous voulez. Et il va nous apprendre que ce fameux homme de la joie, ce fameux Joy Boy, a été le premier homme à être qualifié de pirate et à prendre la mer. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est qu'il faut bien comprendre quelque chose, et c'est à ça que j'ai pensé tout de suite, c'est que la légende de Joy Boy et de Nika, qui aurait dû être oubliée dans ce siècle oublié, après ce siècle oublié, n'a survécu que grâce à deux choses. La culture des géants, parce que les géants, c'est dans leur culture et le gouvernement n'a pas les moyens d'attaquer Elbaf, n'a tout simplement pas la force d'exterminer les géants, n'a pas la force d'abattre Elbaf. Donc ils ont conservé cette culture en Nika, et elle a été transmise à, et c'est là que c'est important, aux prisonniers ou aux esclaves. Les rares personnes... Alors, oui, vous allez me dire, oui, on a eu les chapitres où, avec ce beau Kuma, ce magnifique homme qu'est Kuma, on sait qu'il y avait des prêtres de Nika qui ont transmis sa parole, que Vegapunk l'a dit, beaucoup de gens attendent son retour, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'il faut prendre en considération que beaucoup de gens ont oublié qui est cette divinité. D'accord ? Ont oublié qui était Nika, qui était Joy Boy. Et c'est normal. Nous avons un gouvernement en place, le gouvernement mondial, qui a tout fait par son autorité pour supprimer cette croyance et cette culture. Donc on sait que des gens l'attendent. Maintenant, à voir. Mais la priorité, c'est de savoir que les gens qui n'ont perpétué souvent cette culture et cette croyance, ce sont des gens opprimés et des esclaves, des prisonniers. Mon idée, ça a été de penser que pourquoi 20 royaumes se sont rebellés contre Nika, contre Joy Boy, c'était simplement que lors du siècle oublié, il y a 1000 ans, pendant ces 100 ans, cet homme joyeux qui vivait de liberté et de paix, hop, attention, je me mute pour me moucher, on coupe pas, ici on coupe pas, c'est en direct. Cet homme joyeux qui vivait de paix, de liberté, d'amour, de joie, de bonheur, a découvert en prenant la mer des royaumes magnifiques, libres, mais aussi des royaumes sous le joug de rois ou de reines, où l'esclavage était en place et où sous l'autorité était morbide. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que pour ces royaumes, parce que forcément en 100 ans, quand un premier homme prend la mer, voyage, rencontre des gens, rencontre des gens, forcément d'autres personnes vont se dire, si lui a pu prendre la mer, nous pouvons prendre la mer. Donc, le voyage de ce Joy Boy, de ce premier pirate, a forcément créé le fait de premiers voyages entre peuples, d'autres voyages entre peuples, etc., qui a pu permettre à des rois de communiquer entre eux. Moi, je pense que Joy Boy a aboli l'esclavage et les systèmes d'esclavage dans certains pays. C'est pour ça qu'il est considéré comme le premier pirate, parce qu'il est arrivé sur des îles où il voyait de l'esclavage en place mis par des rois ou des reines, et qu'il était en mode, bah attendez, c'est complètement intolérable, ce qui est vrai, et les libérer. Et c'est pour ça que dans l'héritage du monde, en 1000 ans, eh bien, les personnes qui ont hors géant, qui ont vraiment pas perdu cette culture de ce Joy Boy, de ce Nika, ce guerrier libérateur, ce sont les esclaves et les prisonniers. Sauf que forcément, nous avons eu dans notre histoire, il faut se le dire, il faut le voir, c'est que quand les Arabes avaient des esclaves avec la traite arabo,
orientale, la traite orientale. Si Coco était venu leur dire, leur péter la gueule à tous les endroits où ils avaient des esclaves, ils faisaient du commerce d'esclavage et tout, forcément que tu peux être sûr que tous les Arabes de l'époque, ils auraient fait la guerre contre lui. Quand les Européens on a fait de l'esclavage avec les Africains, si Coco était arrivé, on aurait fait la guerre à celui qui veut libérer ce système. C'est normal, tu vois, c'est normal. Quand ça a été le cas, bref, les Égyptiens, ils pratiquaient l'esclavage. Si Coco était arrivé et avait dit au pharaon, je libère tout le monde et puis si t'es pas content, je te pète la gueule, les pharaons auraient fait la guerre à celui qui est contre ce système. C'est normal. Je ne dis pas que c'est normal l'esclavage. Commencez pas à me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Non, c'est normal que des gens qui ont mis en place un système d'esclavage, de prisonniers esclavage, quand quelqu'un vient libérer les esclaves, et bien sont en mode non, ça va pas le faire. Tout comme finalement Fisher Tiger. Quand Fisher Tiger va libérer les esclaves en haut des dragons célestes, et ben oui, il devient ennemi numéro 1. Bah oui, forcément. Forcément, il est passé de petit pirate qui fait petit homme poisson là qui fait sa vie à le mec est complètement venu briser notre système, notre business, tout ça. Va te faire foutre. C'est un peu pour ça aussi que quelqu'un qui était resté dans le système, c'était Doflamingo. Voilà, je dis ça comme ça. Hein. Donc moi, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'on va apprendre que Joy Boy est un homme qui était pour la liberté des gens, pour le fait d'être libre, quelque chose de tout à fait normal. Et on en a eu des gens comme ça, on en a eu des gens, par exemple aux États-Unis avec la lutte contre le racisme anti-noir, enfin tu vois, contre l'esclavagisme, tu vois, avec l'abolition, avec la guerre de sécession, tu vois. Enfin, dans notre humanité, dans notre histoire d'humain à nous, dans notre réelle histoire, il y a eu énormément de moments comme ça où heureusement des hommes et des femmes se sont battus contre les inégalités. Chez nous, on en a, hein, le droit de vote des femmes, tout ça, tu vois, ça a été des luttes sociales et heureusement qu'on en était là. Et dans l'univers de One Piece, on peut estimer que Joy Boy, sa lutte sociale, ça a été d'apporter la liberté aux gens opprimés par l'esclavagisme dans certains royaumes, et que forcément en 100 ans ces royaumes ont pu au final après le passage de Joy Boy se contacter, les rois se rencontrer, faire la première rêverie et dire il faut annihiler Joy Boy, très bien comment on s'y prend, nous premier Buster Call de l'histoire, nous envoyons tous en même temps nos flottes armées au royaume oublié et nous exterminons le royaume oublié et là nous annihilons Joy Boy et son équipage et ses compagnons et nous devenons régents du monde, les 20 royaumes, les premiers dragons célestes, tu vois, tout ça, et nous mettons en place le gouvernement mondial et nous allons faire oublier ce siècle oublié. Et donc, on le sait, forcément, il y a eu dans l'histoire des alliés à Joy Boy, par exemple, nous sommes certains que le peuple de Wa était de son côté, étant donné qu'ils ont fait les poneglyphes pour retransmettre la réelle histoire, l'histoire de ce siècle oublié, avant qu'elle soit perdue à jamais, par les actions du gouvernement mondial, etc. Donc voilà, c'était une critique plutôt longue, presque 50 minutes les amis, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une aussi longue critique, mais j'avais vraiment envie de vous donner mon analyse, j'adore le faire, mais là il y avait beaucoup de choses à analyser, il y avait beaucoup d'imagination, hein. Peut-être que je me trompe complètement, mais bon, c'est ça, c'est le lot de l'analyse, hein. On peut avoir juste, parfois se tromper, mais moi j'aime beaucoup ma façon de voir les choses, j'ai hâte d'aller voir maintenant les copains, les copines sur YouTube qui font des analyses eux aussi et voir eux comment ils ont pris ce chapitre et pris ces nouvelles informations et comment ils les ont analysées eux aussi. Donc je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour le chapitre 1115. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre et de ma critique. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. On s'abonne, petite vidéo. Et puis à très vite pour le chapitre 1115. Bye bye tout le monde, ciao ciao.